Le cri des pierres. Chapitre 3. Dans tous les foyers, c'était l'excitation. Les événements auxquels le monde entier s'apprêtait à assister n'avaient jamais eu de précédent. Cette ferveur populaire avait également élu domicile chez les Müller. Magda, comme à son habitude, avait soigneusement tout préparé la veille pour que rien ne vienne troubler la solennité de la retransmission et le confort de sa famille dans l'intimité de leur foyer. L'écran mural holographique des Müller était allumé depuis le matin, diffusant des images tridimensionnelles saisissantes et des hymnes du Reich en son se rende atmosphérique. Des images spectaculaires des préparatifs de la cérémonie, entrecoupées de rétrospectives glorifiant les réussites du Reich, le tout accompagné de discours vibrants d'exaltation, s'était littéralement incrusté dans leur salon. La tension montait dans la pièce, habitée par l'ampleur de l'événement. Karl, l'aîné de 14 ans et demi, était calé dans son fauteuil antigravité, les yeux fixés sur les défilés militaires et les récits héroïques projetés dans l'air devant lui. Tandis qu'Inga, 11 ans, se divertissait avec une simulation interactive de jeux ariens sur un petit écran tactile virtuel. Magda, dans la cuisine ouverte sur le salon, terminait de disposer des mets délicats fabriqués par un synthétiseur d'aliments, tout en jetant des regards vers l'écran principal. Les arômes de nourriture reproduits par le synthétiseur pour accompagner les plats se mélangeaient à l'excitation ambiante. « Karl, Inga, ça va commencer !» s'écria Magda, alors que l'annonceur holographique semblant flotter au milieu de la pièce commençait à introduire la cérémonie. Les enfants se rassemblèrent, leurs yeux pétillants d'excitation face à la scène virtuelle se matérialisant devant eux. Karl, debout, une main serrant toujours l'accoudoir flottant de son siège, déclara avec conviction « Un jour, je serai là-bas, comme eux », pointant du doigt les dignitaires qui y prenaient place dans la grande salle de cérémonie du palais. Inga acquiesça, ses yeux remplis d'admiration pour son frère. Magda les rejoignit, son regard maternel empli de fierté et d'espoir. « Ah, si seulement mon cher Bastian était là avec nous, pensa-t-elle. Elle imagina son époux, quelque part dans la gigantesque organisation qui faisait de cet événement un jour historique. Il formait un tableau parfait, reflétant l'image d'une famille aryenne modèle, telle qu'idéalisée par la propagande du Reich. Tous étaient suspendus aux images projetées, attendant le moment où Ragnarok, leur futur leader, allait prononcer son serment. Un moment sacré, vécu collectivement par la famille Müller, et par des millions d'autres à travers l'Empire. Sur les ailes déployées du majestueux rapace, chaque plume était ciselée avec une précision chirurgicale, capturant la lumière et projetant des éclats scintillants qui semblaient danser sur le parvis. Cette imposante sculpture en or massif ornait le fronton de l'entrée de la grande salle du palais. L'aigle, symbole de puissance et d'élégance, aussi bien que de perspicacité et de sagesse, étendait son envergure dans un geste à la fois protecteur et dominateur. Enserrée à ses pieds, la croix gammée, témoignage éternel de l'avènement du Reich millénaire. La silhouette néoclassique du bâtiment dessine contre le ciel un profil qui évoque les exploits des dieux et des hommes, ainsi que les mains invisibles du temps et du talent des bâtisseurs de l'édifice. Les colonnes corinthiennes, telles des géants pétrifiés, gardent l'entrée. La coupole imposante, même en arrière-plan, laisse envisager la majesté qui doit régner dans ces lieux chargés d'histoire. Sur le perron, le jeune héritier contemplait l'emblème nazi qui dominait l'accès. Les mots de son père résonnaient encore dans son esprit. Les fardeaux peuvent devenir des ailes. Il inspira profondément. Rassemblant son courage et sa détermination, Ragnarok avança jusqu'à la porte d'entrée de la grande salle. Aujourd'hui, l'enfant qui s'apprêtait à franchir ce seuil terminera ici son existence. Le jeune prince qui en ressortira sera prêt à embrasser son initiation à son rôle de guide du Reich. Au contact de sa paume sur le panneau de la porte,
le lecteur d'empreintes nerveuses déclencha l'ouverture de la grande salle où l'attendait son avenir. Alors que les portes massives de la grande salle s'écartaient lentement, un silence impérial enveloppa Ragnarok. Un mélange subtil d'odeurs imprégnait l'espace majestueux. L'air était rempli d'un parfum boisé de l'ancien mobilier, se mélangeant harmonieusement avec l'odeur fraîche et légèrement épicée des vêtements d'apparat soigneusement entretenus. L'intérieur était un vaste espace, somptueusement décoré, où les hauts dignitaires du Reich, vêtus de leurs uniformes impeccables, étaient rassemblés, leurs regards perçants fixés sur le jeune prince qui s'avançait. La salle était baignée d'une lumière douce, émanant des imposants chandeliers suspendus au plafond et filtrés à travers les vitraux majestueux qui racontaient l'histoire du Reich. Des scènes de triomphe et de conquête étaient dépeintes sur les murs, leurs couleurs vibrantes capturant l'esprit de chaque bataille et victoire. Au centre, un autel orné d'or et de pierres précieuses attendait Ragnarok. Son éclat rivalisait avec la lumière des chandeliers, projetant des reflets étincelants sur les visages solennels des prestigieux invités. Tout en avançant, Ragnarok sentait les yeux de toute l'assemblée sur lui. Chacun de ses pas était chargé d'histoire et de destin. Il passait devant les rangées de dignitaires, chacun le saluant avec un mélange de respect et d'expectative. Ragnarok était conscient du rôle qu'il devait jouer, de l'image qu'il devait projeter, celle d'un leader en devenir, d'un symbole vivant de l'idéologie du Reich. Arrivé à l'hôtel, il se tourna pour faire face à l'assemblée. Son père, Sigmund, se tenait à ses côtés, une expression de fierté mêlée d'une gravité solennelle sur le visage. Le moment était venu pour Ragnarok de prononcer le serment, de s'engager formellement et de prendre sa place dans l'histoire du Reich. À l'unisson, tous deux tendirent le bras droit. Aussitôt, toute l'assemblée fit de même et acclama d'une seule voix « Heil Hitler !» Le son de cet écho puissant remplissait la salle, vibrant contre les murs et les vitraux, résonnant profondément en Ragnarok. Il sentait la résonance de chaque syllabe, un rappel puissant de l'héritage qu'il portait et de l'avenir qu'il devait façonner. Siegfried Veda, vêtu d'une robe cérémoniale immaculée, s'avança vers l'autel. Sa présence semblait emplir la salle, son aura de calme et de sagesse contrastant avec la tension palpable de l'assemblée. Il se tourna vers l'audience et leva les mains en un geste d'accueil solennel. « Mes chers compatriotes, dignitaires et citoyens du Grand Reich », commença-t-il, sa voix tonnant claire et forte à travers la salle et, par la magie de la technologie, à travers l'Empire tout entier. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce lieu historique, non seulement en présence des illustres membres de notre société, mais également accompagnés par des centaines de millions à travers notre vaste empire, unis par la vision et la grandeur de notre cause commune. Il marqua une pause, balayant l'assemblée de son regard perçant, puis fixant l'objectif des capteurs holographiques qui retransmettaient l'événement en mondovision. Aujourd'hui, nous témoignons d'un moment capital dans l'histoire de notre Reich. Un moment où le passé et l'avenir se rencontrent en la personne de notre jeune prince, Ragnarok Hitler. Siegfried se tourna légèrement vers Ragnarok, lui adressant un hochement de tête respectueux. En tant que guide de notre peuple et gardien de nos traditions les plus sacrées, je suis honoré de présider cette cérémonie de votre personnification. Aujourd'hui, continua-t-il, nous célébrons non seulement l'ascension d'un jeune prince, mais aussi l'aube d'une nouvelle ère pour notre Reich.
une ère que Ragnarok, avec notre soutien et notre guidance, façonnera de ses mains et de son esprit. Siegfried étendit les bras, embrassant symboliquement l'assemblée et les myriades de téléspectateurs au-delà des murs de la salle. Que cette cérémonie renforce notre engagement envers nos valeurs et notre avenir. Que la force et la sagesse guident le chemin de Ragnarok. Et que notre Reich prospère sous sa future direction. Il baissa les bras, marquant la fin de son allocution. Et l'assemblée répondit par un silence respectueux, pesant de signification et d'intérêt pour la suite de la cérémonie. Après avoir conclu son discours, Siegfried Vedda se tourna vers Ragnarok avec un regard empreint de solennité. « Nouvel homme, il est temps », dit-il d'une voix qui portait à la fois autorité et encouragement. « Place-toi derrière l'autel et prononce le serment qui scellera ton engagement envers notre peuple et notre Reich. » Ragnarok, sentant le poids de l'instant sur ses épaules, fit le tour de la crédence avec une démarche mesurée. Chaque pas résonnait de manière presque sacrée sur le sol de la grande salle, comme un écho des générations passées qui avaient foulé ce même chemin. Arrivé derrière l'autel, il se tenait droit, son regard fixé sur Siegfried, puis sur l'assemblée, et enfin sur la croix gammée qui trônait au-dessus de l'autel. Il inspira profondément, rassemblant ses pensées et sa détermination. Le silence de la salle était palpable, comme si chaque dignitaire, chaque spectateur à travers l'Empire retenait son souffle. D'une voix claire et assurée, Ragnarok commença à réciter le serment ancestral, un écho des paroles prononcées par des générations de leaders avant lui. « Je jure fidélité à notre Führer, à notre Reich et à notre peuple. Je m'engage à perpétuer notre héritage arien, à protéger la pureté de notre sang et à guider notre empire vers la grandeur et la victoire. Je suis le passé, le présent et l'avenir. » À la fin de son serment, toute l'assemblée présente dans le palais se leva. Au garde à vous pour le salut, 3 retentissants « Sieg Heil » émanèrent parfaitement synchronisés des profondeurs de chaque cage thoracique. À chacune de ces répétitions, Ragnarok se sentit revêtu d'une couche supplémentaire de fierté, de responsabilité et de galvanisation. Il était prêt à embrasser son destin, à être le leader que son peuple attendait. Siegfried, les yeux brillants d'émotion retenue, fit un signe de tête en guise de reconnaissance. « Bienvenue parmi les hommes. Que ton chemin soit guidé par la sagesse, la force et la justice. Que le Reich prospère sous ta future direction. » Avec ces mots, la cérémonie de personnification de Ragnarok prit fin. Avec la clôture de cette cérémonie, la seule circonstance où le grand prêtre Upanishad incarne la plus haute autorité de l'Empire se termine également. Jamais plus Siegfried Vedda ne tutoierait Ragnarok. Mais pour le jeune prince, un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Durant les mois qui suivirent, Ragnarok se trouva immergé dans un monde où l'esprit était soumis à une épreuve aussi rigoureuse que le corps des guerriers sur le champ de bataille. Les salles d'études du palais, aux murs tapissés de fresques dépeignant les grandes victoires du Reich, résonnaient des voix de ses instructeurs, des érudits choisis parmi l'élite du Reich pour leur connaissance approfondie et leur loyauté indéfectible. Chaque jour, Ragnarok et ses contemporains de la haute société aryenne étaient plongés dans l'étude des écrits sacrés du Reich, des textes anciens aux pages parcheminées aux encres noires et or.
Ces tapisseries contenaient la sagesse et les directives du fondateur du Reich, des paroles ciselées dans le temps pour façonner le destin de l'Empire. Ragnarok, dont l'esprit vif et curieux avait toujours soif de savoir, absorbait chaque ligne, chaque mot avec une intensité brûlante, conscient de l'importance de ses enseignements dans la construction de son futur règne. Les apprentissages s'étendaient bien au-delà des limites de la connaissance historique. Des experts en stratégie, en sociologie et en philosophie étaient convoqués pour sculpter l'intellect des jeunes héritiers. Ils apprenaient à décrypter les complexités de la gouvernance, à comprendre les rouages de la société aryenne et à maîtriser les subtilités du leadership. Ragnarok, souvent en tête de sa promotion, brillait par sa capacité à résoudre des scénarios complexes, illustrant une compréhension intuitive des dynamiques de pouvoir. Les exercices de leadership étaient particulièrement exigeants. Des simulations de crise étaient conçues pour tester leur prise de décision sous pression, les confrontant à des scénarios où chaque choix pouvait signifier la vie ou la mort de milliers de personnes. Là encore, Ragnarok se démarquait par sa vision innovante, souvent en désaccord avec les méthodes traditionnelles, proposant des solutions audacieuses qui étonnaient même ses mentors. L'éducation physique n'était pas négligée. Des instructeurs militaires renforçaient leur endurance, leur force et leur agilité. Ragnarok, bien qu'ayant une stature moins imposante que nombre de ses pairs, compensait par une rapidité et une précision remarquables. Ses facultés au combat, tant avec les armes traditionnelles qu'avec les technologies modernes de guerre, étaient aiguisées jusqu'à la perfection. Enfin, la dimension spirituelle de leur formation était abordée par Siegfried Veda en personne. Les jeunes princes étaient initiés au mystère de la foi aryenne, un mélange de mythologie ancienne et de croyances modernes façonnées pour soutenir l'idéologie du Reich. Ragnarok, cependant, se sentait souvent en conflit intérieur, troublé par certaines doctrines qui heurtaient sa perception innée de la justice et de la moralité. En parallèle de cet intense programme, des leçons particulières, pour Ragnarok uniquement, sur la gestion de l'Empire étaient dispensées. Ragnarok apprenait l'art de la diplomatie, la gestion des ressources et les principes de l'économie aryenne. Il était initié aux techniques avancées de manipulation psychologique et de contrôle de masse, des outils essentiels pour maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste et diversifié. Au printemps suivant, Ragnarok se sentait transformé. Il n'était plus le jeune prince candide qui avait franchi les portes du palais. Sa puberté, son alimentation royale et l'intense programme d'accession à sa majorité spécifique lui avaient octroyé 18 cm supplémentaires, ainsi que les clés de compréhension par lui-même de son environnement. Un leader en devenir germait désormais en lui, armé de connaissances, de compétences et d'une conscience aiguë de la complexité de son rôle futur. Mais malgré ces enseignements, une question persistait à accaparer son esprit. Une question qui ne trouvait pas de réponse dans les écrits sacrés, ni dans les discours des instructeurs. Quelle était la véritable nature du pouvoir qu'il était destiné à exercer? Cette question l'accompagnait dans ses rêves, dans ses moments de solitude. Elle le poussait à regarder au-delà des murs du palais, au-delà des frontières de l'Empire, vers les étoiles et l'espace infini qui s'étendait au firmament. C'était un appel vers l'inconnu, un appel qui allait bientôt trouver écho dans le voyage le plus significatif de sa vie.